avait quand même de... c'est pas, je pense que beaucoup de Français ont l'idée, enfin gardent des idées qui datent du temps de l'URSS, voilà, qu'on est suivi par des flics, qu'on est empêché de faire ceci ou cela, voilà, qu'ils ont une image très sombre et austère et un peu policière j'imagine que c'est pour ça. En tout cas, moi, je ne partage pas cette idée-là, puisque je n'ai jamais été un admirateur de l'URSS, mais plus je voyage, plus je vois qu'il y avait tout de même des choses qui n'étaient pas si mal, et parmi les choses qui n'étaient pas si mal, je trouve, c'est qu'il y avait un certain amour des livres. Bon. Et je raconte dans un de mes livres, là aussi c'est des bails à l'amour, j'ai trouvé dans vraiment un bled, quoi, Ouskout, sur la Léna, j'ai trouvé dans une librairie une édition bilingue du Grand Maune. Bon, eh bien, je pense que ce serait difficile de trouver une édition bilingue d'un semi-classique français, je ne sais pas, dans une petite ville des États-Unis, par exemple. Là, je travaille avec un moyen format numérique, donc c'est des très gros fichiers, où effectivement, le Parlement, quand on était à moins 35... Oui, à Frangels, oui, il y avait le vent en plus. C'est surtout le vent qui était terrible. En fait, il fallait que j'enlève mes gants, donc j'avais que quelques minutes, je dirais, au bout de 2 minutes, ça commençait à brûler, hein, et puis surtout, il fallait que je protège l'appareil pour pas que les piles se déchargent très vite, donc je remettais ça, j'avais toujours ma doudoune ouverte, et je remettais mon appareil dans ma doudoune, et puis ensuite je remettais mes gants, et donc l'essage, là, ça a été assez dur, parce qu'il y avait un vent qui vraiment mordait la peau, mais bon, ça faisait partie du plaisir, hein, je dois dire. Mais il y a eu un moment où j'ai eu vraiment terriblement froid, c'est à Oulan-Oudé, enfin près de Oulan-Oudé, dans un village qui s'appelle, maintenant j'ai oublié... Ah, le village de Vieux-Croyants. Oui, le village de Vieux-Croyants, là. Et il faisait moins 35 par là, et puis tout d'un coup on sort, et j'arrivais pas à remonter cette fermeture éclair, et donc je suis resté pendant un quart d'heure. Voilà, enfin pas comme ça quand même, mais... Et là j'ai cru que j'allais crever de froid, quoi. Mais pas crever, non, mais je veux dire, j'en pleurais, quoi. D'ailleurs, les meilleures photos, c'était après les discussions, comme ça je connaissais un peu mieux la personne, et puis la personne s'était un petit peu ouverte, et donc se prêtait peut-être plus facilement au jeu. En général, c'est un face-à-face, à un moment donné, et régulièrement, je leur demandais une chose qui surprend un petit peu, et c'est à ce moment-là que j'appuie, je leur demande de rien exprimer. Donc du coup, en fait, c'est une manière de faire tomber le masque, en fait, de faire tomber la pose, juste d'être en face d'un individu, et donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment quelque chose qui, je dirais, traverse l'image. Il fallait vraiment que la personne soit au plus simple d'elle-même pour que les choses deviennent intéressantes, à mon avis, parce que ce n'est pas du tout des photos volées, ce n'est pas du reportage, mais vraiment des portraits. Moi, je suis portraitiste. Par moment, dans la discussion, je peux glisser quelque chose qui fait que la personne va s'ouvrir un petit peu plus ou exprimer quelque chose. Parce que maintenant, en fait, aussi, ce qui se passe, c'est que comme tout le monde a Internet, donc il regarde qui est Vincent Perez. Et là, ils se disent « Ah, c'est lui !» Exactement, Perez. Et donc, ils ont, en général, quand on a un rendez-vous, il y a plein de gens qui ne regardaient pas, mais certaines personnes, effectivement, consultaient Internet. Et puis là, ils ont vu que j'avais tourné avec... Non, ça m'énervait même, parce qu'on arrivait quelque part à Vincent Perez. Mais bon, je me souviens du film avec Pavel Lungin que j'ai fait en 1995 à Moscou. Là, je veux dire que c'était assez... c'était intéressant. Vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, donc on vous dit bah, maintenant tu vas faire la scène dans la cellule là, de cette petite prison, et puis on vous prend, on vous met là-bas, vous ne savez pas c'est quelle scène qu'on fait, c'est ça. On vous met dans la cellule, mais en fait on enlève des vrais détenus de la cellule parce qu'en fait vous vous rendez compte que vous êtes entouré de vrais détenus, qu'il y a la caméra qui arrive, que vous êtes derrière donc dans la cellule, et puis qu'à côté de vous, vous avez quelqu'un qui est un vrai détenu, et que là, puis vous faites la scène action. Donc vous faites la scène, c'est très bien, donc du coup on a une sorte de réalité qui est assez intéressante. Je me souviens qu'ensuite il y avait une petite pause, donc je suis sorti c'était dans une rue
importante, enfin une rue où il y avait pas mal de monde qui passait à Moscou. Et puis là, on entend des coups de feu. Alors tout le monde, la foule s'est allongée par terre en attendant que ça cesse, les coups de feu. Puis au bout de 2 minutes, les gens ont commencé à se relever. C'était pas du tout des figurants, c'était la vérité, c'était la vraie. Là, il y avait vraiment des coups de feu. Les gens se sont relevés. On était peu de temps après la perestroïka. Moscou à cette époque-là, c'était intéressant. Il y avait des snipers de partout. Et puis donc c'était tous les jours un peu comme ça. Voilà. Après j'ai fait un autre film qui s'est tourné dans plusieurs pays, qui s'appelle. À un moment donné, on m'a dit que j'avais un rendez-vous important, et puis j'entends comment ça entendait FSB, et puis en fait, je me suis rendu compte, on m'avait pas prévenu, mais je me suis rendu compte, genre 1 heure avant le rendez-vous, que j'avais rendez-vous dans les bâtiments des FSB à Moscou avec le colonel Yushakov, qui m'a reçu dans son bureau, qui était l'ancien bureau d'Andropov. Et donc c'était un retour dans les années 50 parce que tout était en bois, enfin on a l'impression et là en fait j'ai eu une discussion d'1 heure avec lui et puis une équipe comme ça autour de lui. Il me demandait pourquoi je voulais faire ce film, etc. Comment on pouvait emmener ce film au Festival de Cannes, et c'est comment j'allais jouer un méchant parce que j'ai l'air plutôt gentil. Enfin, je me posais vraiment la question. Et puis alors j'ai commencé à lui parler des masques. Hein, et donc mon interprète à côté russe était comme ça, il tremblait, bien sûr. Et après je sors du rendez-vous et voilà, et c'est ça qui me plaît avec la Russie. Il y a toujours des histoires extraordinaires. Il y a assez peu, enfin il n'y a pas une conscience très grande de l'écologie, par exemple. Bon, il y a des quantités de zones forestières. Enfin, là, j'avais vu ça surtout quand j'ai pris ce train à Baïkal-Amour. Toutes les demi-heures, on traverse une immense zone brûlée. Bon. Et il y a eu des incendies où donc la forêt est complètement dévastée. Alors on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que notamment c'est parce que les types qui vont à la chasse, etc., ils abandonnent leur bouteille de vodka, ça fait vide, et ça fait loupe quand il y a le soleil, et ça fait brûler la petite mousse sèche, etc. Enfin, bon, bref. Et puis d'un autre côté, on peut quand même qu'être triste, justement quand on aime un peu la Russie. Moi je suis triste de voir l'état absolument très déplorable des infrastructures, par exemple des routes, à part des grandes routes, à part près des grandes villes, etc. Vous qui connaissez la Russie et qui connaissez la littérature russe, est-ce que vous voudriez faire la suite d'un chef-d'œuvre russe? Je dirais justement, il y a un livre dont je retrancherais bien la fin. C'est lequel? C'est Anna Karénine. Oui. Parce que je trouve ça m'énerve que, je veux dire, moi j'aime Anna Karénine forcément, et je trouve que cette fin un peu moralisante, un peu, voilà, la famille russe, etc. Enfin bon. Et alors, ça c'est le chaman. Alors, en fait, il était là pour purifier la maison des gens qui nous recevaient, et c'était un moment assez intense. Mais petit à petit, en fait, grâce à la personne qui nous accueillait, le propriétaire de la maison, petit à petit, à force de lui demander, puis comme il a vu qu'on participait, je dirais, au rituel, et puis qu'on dégageait, j'imagine, des ondes pas trop négatives, ou je sais pas, en tout cas, à un moment donné, il a dit « Ok, vous pouvez faire une photo quand je suis à ce moment-là ». Donc là il s'est retourné, on lui remet cet accoutrement qui doit peser des tonnes, et puis il s'est retourné vers moi, comme ça, il m'a juste fait un petit signe de la tête, j'ai fait la photo, et après il est rentré en transe, il est devenu vraiment un autre personnage qui a changé de voix, qui faisait des cris, qui poussait des sons incroyables, tombait sur ses fesses, comme ça, de temps en temps, son assistant lui donnait un petit coup de... c'était quoi? C'était du cognac, je crois. Et il rentrait en transe, et donc du coup c'était son ancêtre de 300 ans qui rentrait dans son corps et qui prenait possession de lui, et donc c'était plus sa voix, mais c'était la voix de son ancêtre qui nous parlait, qui pouvait voir à travers nous, et qui rentrait en relation avec nos ancêtres. Il parlait le Bouriat, enfin. Oui, mais le vieux Bouriat. Oui, alors voilà, il paraît qu'il y avait des mots, c'est ce qu'on nous a dit, nous on est incapables de... Enfin, il y avait des mots que lui-même ne comprenait pas, des mots qui lui venaient et qu'il ne comprenait pas. Qui était du vieux Bouriat. J'ai posé une question au chaman, j'avais une question importante à lui poser, et quand à un moment donné,
J'ai participé sous l'œil sous l'œil ahuri d'Olivier Rollin. Ironidium, en fait, je pense qu'il voyait, il sentait les choses. Moi, j'y crois assez. C'est pas du tout le cas d'Olivier. Le conseil que je donnerais, ce serait de faire un long voyage en train, parce que justement, c'est une façon d'abord de rencontrer des gens. De prendre, de mesurer une partie de l'immensité, et peut-être plutôt, comme j'ai pris les deux, je plaide plutôt pour le BAM, parce que là, dans le BAM, on ne rencontre aucun touriste, alors que dans le Transsibérien, quand même, maintenant, on en rencontre. Chose formidable à faire, mais ça, je ne l'ai jamais fait. Je regrette, c'est de descendre un fleuve sur un bateau fluvial, là, descendre la Volga par exemple, ça doit être magnifique. Mais je ne l'ai jamais fait. On aurait pu faire ça. Ah, oui. C'est gentil.